Salut tout le monde, merci de nous rejoindre sur le plateau de PL Club pour une nouvelle émission. Nous arrivons tout doucement au bout du bout de cette fameuse saison de Premier League. C'est la dernière journée qui va se jouer ce week-end. Tous les matchs vont se jouer en même temps. Ce sera dimanche à 17h. Et il y aura bien entendu un Goals of the Day spécial pour vous faire vivre l'événement avec comme enjeu, bien entendu, et surtout cette fameuse lutte pour le top 5 qui concerne encore 5 équipes, ce qui est quand même assez exceptionnel. Salut Philippe. Salut Philippe. Salut Julien. Salut Phil. Et salut Christian, à distance comme d'habitude. Hello Chris. Salut Philippe. On revient vers vous, évidemment, comme d'habitude, tout au long de l'émission. Philippe, Julien, bon, d'habitude, lors de la dernière journée, tout le monde se demande qui va être champion. Ici, c'est un petit peu différent. On se demande qui sera dans le top 5. Ça change, mais ce n'est pas forcément moins intéressant, Phil. Non, d'autant plus que la descente s'est réglée aussi, donc on peut exclusivement se concentrer sur l'Europe. Le seul souci, c'est qu'on ne sait pas exactement combien de places européennes vont être disponibles. En tout cas, pour l'Europa League et la Conference League, ça va dépendre de la position de Chelsea au championnat et de son résultat en finale de la Conference League contre le Betis. C'est vrai que c'est parfois un petit peu compliqué. Julien. On peut mettre en perspective et se dire que par rapport à, je sais pas, une trentaine d'années, heureusement finalement qu'il y a ces coupes européennes qui donnent de l'intérêt à un championnat, parce que d'accord, effectivement, le titre est joué et maintenant il y a une vraie compétition qui se joue, mais il faut quand même rappeler qu'on joue le top 4, le top 5. Ça reste quand même paradoxal de s'intéresser juste à une qualification. Le plus important, c'est quand même le champion. Et ça, oui, mais enfin, on va vivre quand même un dimanche bien entendu, et palpitant. Je suis impatient de voir Nottingham-Chelsea personnellement. Ok, allez, on parle de cette dernière journée dans quelques instants, mais avant tout, retour sur l'actualité de la semaine. Et l'actualité la plus chaude, c'est évidemment la finale de l'Europa League qui s'est jouée ce mercredi soir entre Manchester United et Tottenham. Le 16e contre le 17e de Premier League. On était curieux de voir ça. Hein. En Allemagne, c'est un match de barragiste, ça, non 16e contre 17e. En tout cas, le 16e est barragiste. Ouais. Victoire 1-0 de Tottenham avec ce but de Johnson. Seul tir cadré du match pour Tottenham. C'était pas une grande finale, on est d'accord, Phil. On ne s'attendait pas à un grand match entre ces deux équipes, faut-il le dire, par rapport au niveau proposé. Bon, ça s'est joué à pas grand-chose. Et donc, oui, il y a quand même eu l'une ou l'autre occasion aussi pour United, avec notamment ce dégagement in extremis de Van de Ven. Tottenham va jouer la Ligue des Champions. C'est la surprise du chef. Après une saison complètement manquée, il faut quand même leur laisser une chose, c'est qu'ils ont réussi, tout comme Manchester, à faire le boulot en Europa League. Alors peut-être qu'ils ont eu un peu de réussite à certains moments. Je pense que dans le match contre Bilbao, Manchester, ils pouvaient très bien être menés 1 ou 2-0. Puis ça tourne complètement autrement au match aller. Ils n'ont pas forcément eu les adversaires les plus compliqués, mais en coupe, c'est toujours différent d'un championnat. Sur un match, tout peut arriver, même s'il y a eu cette phase de qualification dans laquelle Manchester et Tottenham se sont bien sortis les épines du pied. Ça n'a pas été le cas de toutes les équipes qui exact. ont eu d'autres problèmes. Ange Postecoglou l'avait dit, Julien, je gagne toujours un trophée lors de ma deuxième saison. Il faut croire les entraîneurs. Oui, toujours. Par contre, Phil, moi je vais vous parler de vous, parce que je sais que vous étiez aux commentaires de City-Tottenham, et quand on voit la prestation que Tottenham effectue là-bas, je pense qu'il gagne 0-4, peut-être que Christian pourra nous le confirmer. Mais voilà, ce jour-là, il y a un talent intrinsèque. Oui. Moi, je le dis souvent, je me suis trompé et je le reconnais avec plaisir, mais lors de la première journée, ils mènent 0-1 à Leicester et je me suis dit, je pense l'avoir dit même à l'antenne, tiens, est-ce qu'ils n'ont pas le gabarit pour aller chercher un titre de champion ? Ils ne l'ont pas parce qu'ils ont eu beaucoup de blessés, beaucoup de choses. Mais intrinsèquement, alors qu'il y avait des blessés encore hier, c'est une équipe qui a vraiment du talent et surtout, je trouve, on l'a souvent dit, qui propose du jeu. Après, justement, moi, je ne suis pas convaincu. Je trouve qu'avec un vrai coach, probablement, qu'il pourrait faire encore mieux. Mais je trouve que si on parle vraiment noyau technique et joueur individualité, je pense que Tottenham, c'est normal, est plus fort que Manchester United. Ok. Bien, pour en terminer avec la finale de l'Europa League, on va rappeler quand même que sur vous Sport World 1, ce jeudi à 20h30, il y aura un très large résumé de cette finale si vous n'avez pas eu l'occasion de la suivre. Et puis, autre temps fort, et quel temps fort cette semaine. Et là, on en revient évidemment à la Premier League. C'était mardi, la dernière de Kevin De Bruyne à l'Etihad Stadium, Manchester City, Bournemouth. Il y avait
de l'enjeu évidemment au niveau du classement, hein, le top 5, et l'émotion de ce dernier match de De Bruyne. Ça a été une soirée vraiment particulière, inoubliable. On regarde d'abord ensemble les buts de cette rencontre, avec une victoire 3-1 de City sans difficulté. Bon, Marmouche, il est quand même venu ajouter un petit peu de spectacle dans ce championnat qui n'en manquait pas. Quelle capacité à envoyer ça, phénoménal. Il avait loupé un penalty en FA Cup, donc ça lui a fait du bien. Enfin, se racheter, c'est une chose. Se racheter de la manière comme celle-là, c'est incroyable. Et le 2-0 de Bernardo Silva qui, malgré tout, et là aussi, je demande à Christian un avis, mais c'est vraiment une des plus grosses déceptions de la saison. Il a vraiment pété à son niveau, lui qui est fantastique. Oui, sans doute, mais il n'est pas le seul. Hein. C'est toute une équipe qui a fauté cette saison. Mais lui, il est tellement talentueux que c'est flagrant, en fait. C'est criant de... Oui, mais on pourrait ajouter Gundogan. Quand il est revenu à City, on s'est dit ça va quand même stabiliser encore un peu l'entrejeu. Foden, Grealish qui joue jamais. Enfin, il y a une explication qu'on a sortie tous au début, c'est l'absence de Rodri, mais enfin, ça ne justifie pas tout. Un joueur manque et toute l'équipe s'effondre. Exact, c'est autre parce chose. Que Phil, je rappelle, je voyais des émissions de début de saison, jusqu'à la 7-8e journée, on se disait, mais qui va pouvoir arrêter City? C'est fou, c'est fou. Tout à fait. Après 5-6 journées, ils ont complètement craqué. Mais au début, c'est vrai, ils étaient dans la norme, je vais dire. En tout cas, victoire très importante de City, on le verra dans un instant au classement, mais surtout, ce qu'on va retenir aussi de cette fameuse soirée, c'est l'émotion, cet hommage de tout le stade, de tout le club, à Kevin De Bruyne. Moi, j'ai envie de dire, je n'ai jamais vu ça. En tout cas, pour un joueur belge, on n'a jamais vu ça, un hommage pareil. Oui, Phil. Personne n'aurait imaginé, on savait le talent qu'il avait, mais personne n'a imaginé quand il est arrivé à Manchester City qu'il ferait une telle trajectoire. Il y a peu de comparaisons possibles sur le nombre de titres remportés en 10 ans. C'est vraiment exceptionnel, quoi. Ça met aussi, on a souvent critiqué Man City pour les problèmes extrasportifs et tout, mais regardez le talent qu'ils ont aussi pour mettre en valeur leurs joyaux, et ça il faut quand même reconnaître, ça c'est de l'art. Je ne sais pas si Manchester United à l'heure actuelle est capable de célébrer un de ses joyaux de la sorte. Liverpool peut-être, mais City a quand même vraiment une perfection, je trouve, dans ce genre. Il pense à tout à City. Vous avez vu les larmes de Guardiola? C'est la conjonction de deux phénomènes. Un phénomène à l'entraînement, au coaching. Je sais bien qu'il y a plein de gens qui le critiquent, mais enfin, on ne peut pas enlever à City ce qu'ils ont gagné sur toutes ces années. De Bruyne et Guardiola en font partie à deux, et forcément, c'est un axe fondamental dans ce qui s'est passé. Et j'ajouterais que ce qu'on a vécu cette saison, peut-être aux alentours de la 8e et 9e journée, c'est un burn-out de toute une équipe. Oui. Du jour au lendemain. Ouais, ou bien il y a des raisons. Ça existe aussi pour un collectif de sombrer tout d'un coup dans un truc qu'on ne comprend pas, où ils gagnent un match en 11 rencontres. C'est absolument hallucinant. Quand ils ont tout gagné ça ressemble pendant plus 5 ou 6 à ans. un problème extra-sportif. On en parlait avec Philippe. Son a été un peu égratigné ces dernières semaines. Enfin, que ça sort maintenant dans la presse anglaise, mais on se disait que Son n'a pas fait une saison à la hauteur de Son. Est-ce qu'il était ennuyé par un problème dont on ignorait tout jusqu'à quelques semaines? Donc on ne sait pas. Peut-être qu'il y a quelque chose au club et on sait ce qu'il y a en tout cas pour le mois de l'été en tout cas. Ça sera un verdict. Est-ce que ces audiences ont pesé dans le club? Il s'est passé quelque chose plus au-delà du sportif. Ok, voilà, mais on voulait vous montrer quand même les images assez extraordinaires, l'émotion de Kevin De Bruyne, qui ne montre pas beaucoup ses sentiments, mais je pense que au fond de lui, il a quand même dû apprécier énormément, et ce sera certainement un souvenir qui restera gravé dans sa mémoire. Voici le classement à l'issue de ce match de City face à Bournemouth. On l'a dit, c'était une victoire importante. Classement aussi avant les matchs de ce week-end. Mais City est en bonne position pour rester dans le top 5, Phil. Ils devaient gagner ce match contre Bournemouth, sinon ils auraient été quand même en problème avant la dernière journée. Là, ils sont les mieux placés pour le faire. Bon, ils jouent à Fulham, c'est pas forcément un déplacement facile, je pense, pour eux. Il faudra quand même rester concentré jusqu'au bout, parce que, alors, ils ont aussi l'avantage à la différence de but. Oui. Donc, ils sont quasiment, je pense qu'avec un point, ils sont certains de Attention au déplacement de Villa Man United. Vous allez croire que je rigole, mais je pense que là, Manchester, la dernière à domicile, ils sont obligés presque. Ils n'ont pas le choix. Je pense que le déplacement de Villa est peut-être le plus compliqué, encore plus que celui de Chelsea. On y reviendra dans un petit instant. C'est un fameux dimanche donc en perspective, et dans ces émissions d'habitude, on a l'habitude de proposer deux affiches. Ici, on va faire
un petit peu différemment. On va parler tout simplement des 5 équipes qui sont concernées encore par la lutte pour ce fameux top 5. Et on commence ou on poursuit avec Manchester City. Esto es la Premier League. Smith Rowe hangs up across. Throw in it is! Kovacic, that wraps it up. City qui se déplace donc à Fulham 10e, mais attention Julien, cette équipe de Fulham nous a démontré que face aux grandes équipes, elle pouvait rivaliser. Et qu'elle a du caractère, même dans cette fin de saison. Ils étaient menés à Brentford ce week-end. Non, ils ont mené à Brentford ce week-end, puis ils ont été menés et ils ont quand même réussi à renverser la tendance, etc. Donc oui, c'est une équipe compliquée, d'autant plus à domicile, mais malgré tout, quand même l'impression qu'on l'a vu avec l'absence de Castagne, c'est un peu moins solide. C'est moins solide qu'au moment fort de leur saison. J'ajouterais qu'ils ne peuvent plus, eux, perdre la 8e place, qui serait peut-être qualificatif. Parce que pendant tout un temps, ils avaient l'ambition. Perdu trop de matchs. C'est quand même en semi-vacances. La dernière devant son public, peut-être. Peut-être. Bon, pour en venir à City, avant le match face à Bournemouth, il y avait eu évidemment cette énorme déception de la finale de la FA Cup, finale perdue 1-0 face à Crystal Palace. Et Christian, on revient vers vous, avec encore un but encaissé par City sur transition rapide. Oui, alors voilà, c'est un peu symptomatique de ce qui se passe avec City et qu'on a vu souvent par le passé, c'est-à-dire cette possession de balles avec même des positions comme O'Reilly par exemple, qui empêchait tout à fait Doku de recevoir le ballon et donc de provoquer des choses sur les flancs. Et voilà, la situation qui arrive souvent dans toutes ces équipes qui veulent faire du jeu dominant placé. Eh bien, c'est le revers de la médaille. Alors, sur une saison, sur l'ensemble d'un match avec une progression, avec la recherche de 3 points, ça va. Mais quand c'est en finale d'une coupe et que ça se joue sur un match, bien voilà, on est capable d'encaisser sur ce genre de but et de perdre 1-0. Et malheureusement, on n'a pas de titre. Oui, bon, il y a ce manquement défensif quasiment permanent depuis le début de la saison, ce repositionnement qui fait défaut. Vous vouliez ajouter quelque chose? Moi, c'est au niveau offensif. On avait suivi avec Philippe leur déplacement à Southampton. Déjà, on se pinçait pour essayer de comprendre ce qui se passait, que Manchester City, le grand Manchester City, meilleure équipe du monde sur les 3 dernières années, et si pas les 5 dernières années, ne parviennent pas à les marquer chez la plus mauvaise défense d'Angleterre, peut-être du monde aussi. Non, il y avait quelque chose d'inexplicable. Là, les voir incapables de marquer, que Haaland refuse un penalty, c'est inexplicable, encore une fois. Ok, bon, quand on perd le ballon comme ça, il y a ces repositionnements qui sont problématiques. Il y a un autre problème aussi, et peut-être que les deux sont liés, c'est que c'est une équipe dont les résultats en déplacement contre les équipes du top 12 sont quand même... mauvais, tout simplement. Première journée. Une petite victoire en 10 matchs. Première journée, c'était à Chelsea, 0-2. C'est pour ça, encore une fois, que le début de saison, on se dit, il n'y a rien qui change, en fait. City reste City. Et puis on voit ce que ça donne. C'est ça la différence cette saison. C'est que, comme dans le match de coupe, prendre un but pour une équipe entraînée par Guardiola, je dirais, que ce soit City, le Bayern ou Barcelone avant ça, ce n'était pas un problème. Oui. On en marquait 4 derrière. Mais ça, ils ne le font plus. Et là, ça fait une grosse différence. Et donc, contre les grosses équipes, c'est évidemment plus difficile de réagir. Mais si on ne sait plus réagir quand on joue aussi haut et qu'on prend tant de risques défensivement et qu'on défend parfois aussi mal, forcément, on finit par le payer. Et c'est ce qui est arrivé cette saison. J'ai vu une stat cette semaine où je suis tombé de ma chaise. Je suis curieux de savoir si Pep Guardiola a cette information. Je n'ai pas de doute qu'il l'ait. Haaland, Doku, la relation entre Doku qui offre un assist à Haaland, et croyez-moi, pour avoir vu beaucoup de matchs de City, Doku fait descendre, il fait beaucoup de choses. Il y a une passe de but sur l'ensemble de la saison entre ces deux-là. Je continue à dire que quand Haaland voyait Doku au ballon, il se cachait. Et je vous invite, si vous avez l'occasion de revoir des matchs cette saison, il y avait un manque de complicité. Donc Haaland sabote Doku? Je ne dis pas ça, je dis qu'il y a un manque de complicité. Ok. C'est vrai que souvent, lorsque Doku débordait, et Dieu sait s'il l'a fait... Il en a envoyé des centres. Mais je ne pense pas que les chiffres soient la conséquence d'intention. Les chiffres sont la conséquence de situation.
ou de manque de On est créativité, de d'accord. manque de précision. C'est ça que les chiffres montrent en général. Ce sont des indications sur ce qui se passe, c'est pas des indications sur la volonté des gens. Enfin, je crois pas. Non, je pense pas non plus. Sinon, enfin bon. On n'est pas dans les vestiaires non plus, mais Non. voilà. Je suis assez d'accord avec vous. Bon, voilà, attention quand même donc à cette équipe de Fulham. City a l'avantage du nombre de points, 8 matchs sans défaite quand même en Première Ligue, 6 victoires de partage, mais c'est sans doute aussi l'équipe qui a peut-être le plus de pression, parce que s'il n'y a pas de Ligue des Champions pour City, là c'est un vrai cataclysme. Sans aucun doute. J'imaginais City en Conference League. Déjà, on parlait de traumatisme pour Chelsea, même s'ils peuvent la gagner. C'est vrai que ça fait la honte quand on a eu autant de titres dans les années précédentes. Et on continue d'oublier la sanction qui peut tomber cet été. Et on retire 15 points cette saison à City. Et ils ne sont même pas européens. Et je pense, moi, que ça va se passer plutôt comme ça. Mais on n'a pas de. Alors, on ne les de- retirera d'écrit ça. pas pour cette saison-ci, mais pour la saison Peut-être, prochaine. Hein. peut-être. Ah oui, On ça, verra, je pense. on verra. On ne va pas épiloguer sur ce qui pourrait se passer. C'est un gros point d'interrogation, effectivement. Non, juste pour répondre à Philippe, il a raison. Mais la différence, c'est que les Nottingham la saison passée, les Everton la saison passée, ils ont été sanctionnés directement. Donc il y a aucune. Mais bon, effectivement, ils vont probablement trouver avec leurs avocats des Une astuce. des négociations. Ok, autre équipe en lice pour le top 5, c'est Newcastle. This is the Premier League. Bruno Guimaraes deflected in. Everton in again here. It's gone past Bernd Newcastle face à Everton. Newcastle qui est 4e à la différence de but. Équipe qui a gagné aussi la Coupe de la Ligue, il faut le rappeler, c'est important, c'est déjà ça. Mais le top 5 est aussi, bien entendu, un impératif. Équipe qui, je vais dire, alterne le bon et le moins bon. Une victoire contre Chelsea, une défaite à Arsenal. Et une équipe, on va le voir sur l'infographie, qui a un peu de mal. Pas forcément contre les équipes du top, pas forcément contre les équipes du bas de classement, mais plutôt contre les équipes du milieu de classement. 2 succès, c'est incroyable. Oui. Mais en fin de saison, à la différence de pas mal d'autres, ils ont une énergie et une volonté qui est rarement démentie ces dernières semaines. Ils ont fait quand même des très gros matchs. Et À Brighton, moyen. Mais moyen, ok. mais en général, ils ont Ouais, fait des gros matchs. sortent avec un partage. Ils s'en sortent assez bien. Leur problème, c'est le déplacement, je pense, où ils ont des résultats inférieurs. Mais je pense que c'est une équipe qui, physiquement en tout cas, termine bien la saison. Mais c'est une équipe qui a de qui la a beaucoup pêche, de grinta, quand elle joue à Beaucoup de domicile grinta, avec hein. un public pareil et avec un Bruno D'accord. Guimaraes à 100%, D'accord. c'est un Mais- sacré entrejeu quand même. Hein. Ok, beaucoup de grinta, mais on voit que la grinta ne fait pas tout. Non, bien Ou sûr. bien c'est peut-être un manque sur ces matchs-là, mais sur le tableau que Christian nous montre, c'est effarant. Pour effectivement ce mythe que maintenant on fait d'une équipe de Newcastle qui est vraiment difficile à jouer, etc., ne pas. C'est pas encore un mythe quand même. quand C'est même. une bonne équipe, mais je pense que c'est la logique de ce que Christian a montré aujourd'hui, c'est que écoute, Nottingham notamment est dans les équipes potentiellement qualifiées pour la Ligue des Champions, parce que justement aucune équipe à part Liverpool du top 6 ne joue vraiment à son niveau. Ça aussi. C'est un peu le problème. Ça aussi. Christian, traditionnellement, au niveau offensif, Newcastle est redoutable sur les centres et le jeu dominant placé. C'est ça, je crois. Hein. Traditionnellement. C'était la plus grande évolution après la phase robustesse et transition rapide et phase arrêtée. Notamment, voilà, maintenant, je crois qu'Edio a décidé de passer à un cap supérieur et d'être très fort sur le jeu dominant placé, d'utiliser Trippier et Livramento sur les flancs pour donner des centres. Et en fait, maintenant, on se rend compte que si on observe, et vous le voyez les images, si on observe les meilleurs résultats de cette fin de saison, eh bien, on se rend compte que sur l'ensemble des buts marqués, il n'y a qu'un but sur les 10, je crois, qui a été marqué sur jeu dominant placé et sur centre. Donc, en fait, on est revenu à ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire être robuste, être bon défensivement. Et comme dit Julien et Philippe, il y a une idée d'un aspect physique très important et qui montre une force, mais en fait, leur jeu, le modèle, ce en quoi le jeu est réellement inscrit en eux, mais voilà, c'est cette situation-là, c'est sortir d'une reconversion rapide, c'est sortir d'une phase arrêtée avec notamment Burns, Carr et compagnie, et donc d'être présent dans ces domaines-là et d'être performant. Et ça fonctionne quand c'est utilisé comme ça.
à domicile face à Everton qui a fait ses adieux à Goodison, donc qui a peut-être un peu fêté, équipe au sein de laquelle il y a peut-être un petit phénomène de décompression, ça devrait le faire quand même, non ? Je pense oui, sauf peut-être qu'Everton, c'est une équipe un peu avec un modèle de physique et d'envie de jouer qui est équivalent à celui de Newcastle. Maintenant, il y a plus de talent en finition. Bon, c'est vrai, je pense qu'Isaac est toujours blessé. Il était absent à Arsenal. Donc, on va voir s'il sera là, mais des joueurs comme Guimaraes, Tonali aussi, je trouve qu'il a fait une très bonne saison. Il a apporté quelque chose de nouveau dans cette équipe. Ça va quand même être sans doute un peu compliqué pour Everton de résister, mais ça va être un match intéressant. Oui, j'avais quelque chose à dire. Vous avez oublié ce que vous vouliez. Exactement. J'écoutais Phil. Prenez des notes. Oui, je sais. C'est que vous regardez les derniers résultats de Newcastle à domicile, c'est en général, alors on n'est pas dans la TP Tour avec des résultats à 6 buts, mais c'est souvent des 4 buts bien envoyés. Je pense que sur les 11 succès à domicile cette saison, c'est 7-8 fois plus de 3 ou 4 buts. Pour Everton, ça a peut-être été un terrain un peu trop grand. Ok, allez, on passe maintenant au match qui est sans doute le match, ou même sûrement le match de cette dernière journée. 2 candidats au top 5 vont s'affronter, Nottingham Forest et Chelsea. We are the Premier League. Chris Wood, the city ground erupts. Pedro Neto, brilliant finish. Forest face aux Blues de Chelsea. Forest 7e avec un petit point de moins que Newcastle, Chelsea et Aston Villa. Autrement dit, Forest doit absolument gagner. C'est une équipe... Chelsea aussi. Oui, mais Forest absolument, puisque eux, ils sont vraiment en queue de peloton dans cette lutte. Équipe qui tire un petit peu la langue en cette fin de saison, même s'il y a une victoire 1-2 à West Ham le week-end passé. Regardez les derniers résultats de Nottingham. Et je trouve que le titre est intéressant. Rééquilibrage logique par rapport, en fait, au potentiel réel de cette équipe. Je dirais ça montre que Christian, avec vision du jeu, a quand même souvent raison, en tout cas, parce que ça fait toute la saison qu'il nous dit Nottingham est en sur-régime, à un moment, ça ne va plus suivre de la même manière. On a attendu très longtemps pour le voir. On a cru jusqu'au bout qu'ils allaient être dans les 3 premiers. Et puis, ça s'est finalement passé parce qu'effectivement, cette équipe n'a pas ni la structure, ni les joueurs pour tenir sur tout un championnat anglais. Avec un football comme ça. Voilà, avec une position aussi élevée. Maintenant, il y a une petite réaction la semaine passée et ils jouent à domicile avec leur public. C'est un petit stade, d'accord, mais c'est un public très chaud face à Chelsea qui est très mauvais en déplacement. Oui. Moi, je les mets favoris dans la rencontre. Ce sera notre match fil rouge du Goal of the Day. On le répète, et ce sera un match, à mon avis, passionnant. Mais franchement, je ne donne pas beaucoup de chance à Chelsea. Ouais, on connaît votre capacité en pronostic. Hein, je devrais dire l'inverse. Voilà. Mais cette équipe de Nottingham me fait un peu penser à un marathonien qui a commencé, qui a continué à avaler les kilomètres, et puis les derniers kilomètres sont difficiles pour aller essayer de chercher le podium. Image. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont plu quand même cette saison. Enfin, ils ont fait des super matchs parce qu'une superbe équipe. Alors, on rappelait, peut-être que Christian allait nous le dire, mais que Nuno Espirito changeait rarement son 11 de base, contraint et forcé suite à des blessures, mais c'était toujours le même 11, on va dire ça comme ça, mais parce qu'il y a eu l'absence de Chris Wood, et puis quand lui est revenu, c'est Elanga, puis c'était Gibbs White. Ils n'ont pas eu de chance à ce niveau-là, mais par contre, vraiment, merci pour la saison. Moi, j'ai découvert des joueurs que j'ai vraiment appréciés et vraiment, j'ai bien vibré devant. Et surtout une défense qui a été vraiment impressionnante, qui est une des meilleures. Et un bon gardien, belge en l'occurrence. Si, on est tout à fait d'accord là-dessus. Si on revient sur les derniers buts marqués par Nottingham, Christian, on reste dans la logique de ce que l'équipe est capable ou a été capable de faire sur l'ensemble de la saison ? Oui, ou pas été capable de faire, c'est-à-dire ce jeu dominant où ils n'ont marqué que 19 buts sur l'ensemble de la saison. Et ça, c'est une étape évidemment qui manque pour être une vraie équipe solide de top 6. Mais par contre, ils ont été meilleurs que Arsenal et Brentford sur phase arrêtée. Et pourtant, ils n'ont pas de spécialiste des phases arrêtées. En tout cas, on ne le connaît pas. J'ai fait des recherches et je ne l'ai pas trouvé. Et par contre aussi, ils sont la meilleure équipe sur transition rapide, meilleure que Liverpool cette saison avec 20 buts. Donc ça prouve,
on sait que c'est voilà, on l'a dit 1000 fois, Emery et dit Espirito Santo qui est un peu enfin je veux dire l'héritier de ce que José Mourinho faisait, c'est-à-dire une robustesse à 11 de base qui change très peu mais très fort dans les reconversions, très fort dans les transitions et qui attend la mauvaise passe de l'adversaire, l'erreur de l'adversaire. Voilà, tous ces buts, voilà, sur les 5 derniers, il y en a 4 dans ces 2 domaines. Voilà, ils ne savent pas faire mieux pour le moment, mais c'est peut-être assez pour pouvoir toucher le gros lot et pouvoir investir pour pouvoir passer à cette étape suivante de jeu dominant. C'est assez contre-intuitif, je ne pensais pas. Merci Christian pour les chiffres. Je pensais qu'ils faisaient un peu plus le jeu que ça, mais c'est vrai que sur les dernières semaines, ils sont peut-être moins capables. C'était essentiellement à domicile, hein, où ils étaient en ballon à prendre et c'est vrai qu'en déplacement... le match charnière, je crois que c'est le 4e ou le 5e de la saison. Ils font 0-0 contre Arsenal. Ils vont gagner à Liverpool. Ils sont ça, dominés. Saison, ça. Ouais, je dis 4e ou 5e match. Et ils subissent le match, mais sans donner beaucoup de grosses occasions. Celle ne doit pas faire beaucoup d'interventions. Et en deuxième mi-temps, il fait monter ses 2 ailiers. Et sur une reconversion rapide, il marque le but. C'est le symbole de la saison de Nottingham. Sauf qu'ils n'ont pas su jouer comme ça jusqu'au bout. C'est compréhensible. Vous faites bien de faire la référence. Ça me relance sur le match aller Chelsea-Nottingham qui était un spectacle. J'espère que vous aurez un match identique. Sels fait le match de sa vie. C'était un superbe match, plein d'intensité, plein de choses. Et je crois que ça termine en 2-2 ou même, je pense, c'est un partage. Mais match spectaculaire. Et puis, ce qui est important aussi, c'est le concours des clean sheets. Ouais. Pour Sels, vous en parliez il y a un instant, ce serait quand même tellement beau qu'il termine vainqueur de ce concours-là, alors qu'il est en concurrence avec Raya, du côté, le gardien d'Arsenal. Ils ont 13 clean sheets tous les deux. Et il est à 100% de temps de jeu. Mais Raya, il est à 100% de temps de jeu. Raya va Southampton, ils sont en déplacement facile, Arsenal à Southampton, je pense. C'est peu probable. C'est possible. C'est possible. Et Raya a remporté le titre la saison passée avec 16, je pense, clean sheet. Donc bon. Allez, on sera un peu supporter de Sels. Dites ça aux supporters de Chelsea, Philippe. Ils vont apprécier. Le week-end prochain. Face à Nottingham dimanche, donc Chelsea, on en a déjà un petit peu parlé. 2 équipes en concurrence. Donc, pour être sûr d'être dans le top 5, Chelsea aussi doit gagner. Sinon, il faudra voir ce que fait Aston Villa. C'est une équipe qui est quand même dans une bonne dynamique, même s'il y a eu une défaite à Newcastle. 4 victoires en 5 matchs, c'est pas mal. Et ce qui est quand même assez étonnant, on va le voir sur l'infographie, c'est le bilan à l'extérieur. Là aussi, on est quand même assez étonné. 1 point sur 21 contre le top 9, les amis. 1 partage et 6 défaites. On est quand même dans une saison particulière. Une équipe qui ne parvient pas à prendre des points en déplacement, ce n'est pas une équipe qui peut rivaliser pour le top en Angleterre, normalement, certainement pas pour le titre. Et ça montre quand même une énorme faiblesse, parce que je ne sais pas si c'est une question de préparation, de création de jeu pour le coach, mais je pense que Christian a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais c'est pas normal. C'est pas normal avec autant d'investissements depuis des années qu'on n'arrive pas à avoir une équipe qui puisse faire des résultats en déplacement contre le top 9. Non, pendant des mois, on s'est dit attention, Chelsea est l'équipe qui pourrait concurrencer Liverpool avant que ça s'est arrêté en décembre. Ça s'est arrêté en décembre. On est d'accord. Christian, vous vouliez intervenir aussi? Oui, ça montre en fait le gap qu'il y a entre les équipes du bas et les équipes du haut, parce que on a vu Manchester City, pas bon en déplacement contre le top 13. Newcastle, pas bon en déplacement contre le top 11 ou 12. Chelsea, pas bon en déplacement. Nottingham Forest, pas bon en déplacement du tout. C'est très étonnant de voir toutes ces équipes qui sont en train de se battre pour la Ligue des Champions et qui en même temps n'ont aucune manière ou aucun type de jeu ou aucun modèle pour pouvoir surprendre un adversaire en déplacement. Ça prouve en fait qu'il faut juste gagner contre les équipes du bas et on s'assure en fait un top 6 en Angleterre sans problème. Ouais, ou alors il faut gagner l'Europa League et être 16e. Oui, parce que si vous regardez le classement en déplacement, hors les positions de top 9 ou top 13, c'est Liverpool qui est la première équipe à avoir pris le plus de points. La deuxième équipe, c'est Nottingham. Donc ça veut dire que contre les équipes du bas de classement, ils ont pris tous les points en déplacement, ou quasiment. Mais les chiffres sont assez peu élevés, en fait. C'est ça, il y a peu d'équipes qui gagnent beaucoup en déplacement. Exactement. Je reviens vers vous, Christian, pour les lacunes défensives de Chelsea. Parce que si j'ai bien compris vos propos, ces lacunes défensives sont aussi précisément les forces offensives de Nottingham. Oui, et comme on l'a vu sur le tableau, ils n'ont marqué que 3 buts contre le top 9 en déplacement, donc il va falloir être solide défensivement. Et pourtant, les 2 grosses faiblesses défensives de cette équipe,
c'est les transitions rapides et les phases arrêtées, et c'est la force de Nottingham Forest. Donc vous le voyez ici, il y a un contrôle orienté, il y a un ballon qui est donné, et puis il y a un centre, et il y a 3 joueurs qui se sont retrouvés dans le rectangle et qui viennent avec des courses de 60 mètres. Eh bien, c'est comme ça que Chelsea s'est fait souvent surprendre cette saison. Alors oui, c'est vrai qu'on voit Cucurella dans le petit rectangle, on voit Reece James qui est aussi souvent dans le rectangle adverse pour aller marquer, mais c'est pas que ça en fait. Le foot, c'est l'équilibre entre les deux. Et malheureusement, Maresca, il vient avec un système de jeu où c'est plutôt sa patte qui est importante, sa conception qui est importante, plutôt que la conception du jeu et les modèles de jeu. On le voit ici contre le but contre Newcastle. Voilà, il y a une récupération de balle, ça dure 5 secondes, le ballon est perdu, il y a de nouveau un centre qui est donné, quelqu'un qui vient au cordeau. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cet équilibre offensif-défensif. Et comme tous les sports collectifs, et je le dis tout le temps, s'il y a pas, c'est pas étonnant qu'en basket, quand vous entendez le public crier defense, 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 alors que c'est un sport où on marque énormément de points et de paniers, dans les sports collectifs, l'aspect défensif est le plus important. C'est dommage pour le spectacle, mais c'est le plus important dans la compétition. Et moi, je pense, enfin, j'ajouterais que ce qui me semble assez évident quand on regarde un match de Chelsea, c'est que le milieu de terrain qui a tant été loué par ses qualités, Caicedo, etc., ils défendent pas assez. Ils défendent pas assez, surtout sur le jeu rapide. Et c'est là que les 4 Pourtant, ils ont des costauds, oui, Caicedo, Fernandez. C'est là qu'il y a parce que 100 millions tous les deux. On prend trop vite l'avantage dans le d'investissement. milieu de terrain sur les reconversions rapides. On l'a vu encore sur ces buts-là. Et c'est un peu systématiquement le cas. Et puis, il y a eu, oui. J'ai une petite remarque parce que je connais l'avis de Christian et quand on voit ça, Maresca, on est obligé de se poser la question. Mais arrêtons-nous une seconde sur si ici, entre nous, on dit quel est le meilleur entraîneur de la saison en Angleterre. Je vous jure qu'on a du mal parce qu'il y a le titre honorifique, mais après C'est quand même difficile de ne pas dire celui de Liverpool. le fond de jeu. Mais Arne Slot, d'accord, mais on rappelle Là, qu'il a profité quand même du travail du Jürgen Klopp, lui-même le reconnaît, etc. Donc je serais curieux d'avoir la réponse de Christian sur est-ce qu'il y a un coach qui, pour lui, sans regarder vraiment ce qui s'est... Mais forcément, on regardera le contenu de sa saison, mais quelqu'un qui a des idées, parce que je crois toujours au storytelling des coachs, on en fait beaucoup sur peu d'emprise. On était donc, Christian, dans la dynamique défensive de Chelsea, les transitions rapides, les phases arrêtées aussi posent problème. Et ça aussi, c'est une force de Nottingham. Ça, c'est inexcusable, je le dis chaque semaine, c'est inexcusable d'encaisser sur... alors, on encaisse environ 20% des buts sur phase arrêtée sans pénalty. Mais voilà, il y a la possibilité d'étudier, il y a la possibilité de comprendre, il y a la possibilité d'anticiper. Et malgré tout, ils se font surprendre encore. Et voilà, regardez le positionnement. Alors, c'est encore un truc à la mode avec une ligne qui est très élevée, mais alors il faut recouler sur son but. Alors, les autres, en fait, ils les surprennent parce qu'ils le jouent en 2 temps. Donc, ils sont surpris, ils ne savent pas quoi faire parce qu'ils ne savent pas réagir. Ils savent réagir à T+1, mais pas à T+2, T+3. Et donc, ils se font surprendre. Et donc, une phase arrêtée, c'est aussi... c'est anéantir en fait tout le travail qu'on fait dans la construction. On se fait surprendre par un but sur phase arrêtée. Et attention, parce que Nottingham Forest sont les meilleurs dans ce domaine, donc ça va être très très chaud dans ce domaine-là. Ouais, on rappelle aussi que, que Chelsea jouera la finale de la Conference League, donc ce sera mercredi prochain contre le Betis. Ils sont très fâchés aussi parce qu'on a avancé 2 jours le match du Betis en championnat alors qu'eux jouent le dimanche et qu'ils n'ont pas autant de temps de repos que leur adversaire. Donc c'est ce que ça ne va pas aussi leur trotter dans la tête dans ce match-là. Il y a beaucoup d'enjeux dans ce match dimanche et beaucoup de pression sur les joueurs de Chelsea. Ce sera une rencontre aussi très disputée, je pense. Oui. Favori quand même, Chelsea par rapport à son noyau. En principe, oui, mais il y a Anthony. Attention. Ce serait le comble. Quand Anthony soulève un trophée. Mais c'est l'année des combles, cette saison-ci, Julien. Bien, dernière équipe en lice pour ce fameux top 5. On n'en a pas encore parlé. Il faut en parler, bien entendu, Aston Villa, qui se déplace à Manchester United. Welcome to Manchester. Ahmad breaking his way into the Brentford box and it beats Flecken. And Watkins and Villa have a half-time lead. Villa, 6e, doit donc grappiller une petite place. Première question. Dans quel état d'esprit sera Manchester United? Vous en avez déjà parlé un petit peu en début d'émission. Revanchard.
suite à l'élimination, enfin la défaite en Ils finale. vont avoir 75 000 personnes qui vont quand même les attendre avec Je pense une pas. demande d'explication. Oui, mais enfin, Garnacho a déjà annoncé que comme il avait joué que 20 minutes la finale, il allait partir. L'ambiance est dramatique. De toute la saison, l'ambiance est dramatique. Cette finale de Coupe d'Europe, c'est un miracle qui leur tombe du ciel. Ils ne le saisissent pas. Maintenant, tout va exploser. Je pense que c'est... Je ne vois pas comment ça pourrait se passer autrement. Je crois aussi. En tout cas, l'arrivée d'Amorim a été particulièrement efficace. Je pense que Ten Hag aurait pu faire à peu près le même parcours. Il y a quand même eu du positif. Souvenons-nous quand même de... Van Nistelrooy. Ouais, oui, mais c'est vrai. Mais voilà, après, on a vu ce qu'il a fait à Leicester. Hein. On a vu ce qu'il a fait à Leicester. Évidemment. La saison des combles. Mais la saison des combles. Mais peut-être qu'avec Van Nistelrooy un peu plus longtemps, pourquoi ? Parce que c'est vrai que lui, et je le rappelle, il a quand même exprimé lors de son dernier match, il avait fait sa promo, ce qui était normal. Il avait joué 4 matchs, il avait fait 3 victoires, un partage. Et j'ai marqué 16 buts et on en a encaissé 2. Bon, oui, pourquoi pas ? En fait, il y avait peut-être une dynamique. C'était une boutade. Hein, oui, voilà. lui aurait, je suppose. Mais bon, on nous a vendu Ruben Amorim, encore une fois, un beau storytelling, les flonflons, et derrière, il n'y a rien du tout. Mais je crois quand même que là, United va devoir faire une réaction. Et vous demandez dans quel état d'esprit, même du côté de Villa, parce que Martinez est annoncé du côté de Manchester United. Donc ça aussi, ça se prend en considération. Ouais. On verra si c'est une rumeur ou si ça se confirme plus tard. Vous, Christian, vous voulez intervenir, ça ? Oui, je voulais juste intervenir en fait sur l'aspect humain et émotionnel avec Amorim. Si on voit en fait sur le bord du terrain, on voit quand même que c'est un monsieur qui est malheureux. Il n'y a pas de langage du corps, il n'y a pas d'enthousiasme. Alors il faut savoir aussi que quand on connaît un peu comment ça fonctionne derrière le rideau, je ne pense pas qu'il a eu vraiment le choix en venant à Manchester United. Si Mendes est derrière, il faut savoir quand même qu'au Portugal, Mendes, il prend en charge pratiquement la moitié des salaires des entraîneurs, enfin la moitié des entraîneurs qui sont pris en charge par sa société et des choses comme ça. Donc le football portugais est relativement pauvre à part les 2 grands. Et donc je crois qu'en fait ces gens sont dans des systèmes et dans des rouages et ils doivent accepter des propositions, des opportunités. Mais en tout cas, à aucun moment de la saison, on a vu un langage du corps qui permettait de dire qu'il était content d'être à cette place-là. Ok, voilà pour Manchester United, mais c'est quand même d'Aston Villa dont on veut parler. Villa qui reste sur 8 victoires en 9 matchs de Première Ligue, 6 clean sheets en 9 matchs, 3 victoires d'affilée sans encaisser. On va le voir sur l'infographie, au niveau des clean sheets, c'est quand même assez impressionnant. Ouais, malheureusement, ils n'ont pas gagné les matchs qu'ils devaient gagner. Ouais. C'était en Ligue des Champions, en Coupe d'Angleterre. Aussi. Donc ils gagnent beaucoup, mais ils sont toujours à la limite de ne pas être qualifiés pour la Ligue des Champions. Et franchement, s'ils n'y arrivent pas, honnêtement, ça m'étonnerait, mais ça serait vraiment une catastrophe. Mais là, regardez quand même, c'est impressionnant. Oui, hein. mais ça ne suffit pas. C'est ça le paradoxe aussi. C'est encore une fois un comble de cette saison. C'est qu'on a une équipe d'Aston Villa qu'on a louée toute la saison pour son jeu, etc. Et Tielemans, ça fait probablement sa meilleure saison en Angleterre. Mais malgré tout, ils ne sont pas. Ils auraient pu avoir un titre en coupe. Ils auraient pu éliminer le PSG. Ça s'est finalement joué à peu de choses. Ça s'est joué à très peu de choses, mais dimanche, ça peut aussi jouer à très peu de choses. Vous avez raison de faire référence à la Coupe. C'est peut-être là, parce qu'ils sont éliminés par Palace. Ils prennent 3-0, bien sec. En plus. Donc c'est peut-être là où ils ont vraiment raté leur moment, parce qu'ils méritaient clairement un titre cette saison. Le titre de champion, c'était impossible. Une coupe, peut-être. Mais bon, ça sera célébré comme un titre. Moi, j'ai un doute sur la qualif Ligue des Champions. On verra. Au niveau offensif, Christian, ça donne quoi depuis quelques semaines du côté de Villa ? L'habituel dont on parle tout le temps, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on essaie de faire des sorties de balles propres et de faire du jeu dominant placé, le spectacle du début à la fin, bien ça se retourne contre eux. Par contre, quand ils font de la phase arrêtée et de la reconversion rapide avec une bonne robustesse, ben voilà, c'est des clean sheets, c'est enchaîner des points, c'est 9 points sur les 3 dernières journées avec 4 buts marqués ou 5 buts marqués, dont 3 sur phase arrêtée et 1 sur reconversion rapide. Voilà, c'est dommage que j'ai rien d'autre à dire que de répéter tout le temps que c'est la phase arrêtée et la reconversion rapide qui déterminent beaucoup de choses dans ce championnat et dans le haut du classement. Mais voilà, j'espère qu'il va pouvoir soigner son ulcère tranquillement
en cette fin de saison, mais je crains quand même que ça va être difficile. Et sans Tielemans, avec Rashford qui joue quand même très peu, voilà, peut-être Asensio ou Watkins qui pourra déterminer quelque chose en cette fin de saison. Oui, Tielemans, a priori, non. Non. Je pense, même s'il a été sélectionné chez les Diables Rouges, je pense que c'est trop court. Rashford, on sait que c'est niet jusqu'à la fin de la saison. Il ne fera donc pas son retour à Old Trafford. Comme vous le disiez, Onana. Ouais, on va l'avoir en interview cette semaine. Donc, on l'aura en interview on passera aussi. sûrement un extrait avant le Goal of the dimanche. Hein. Oui, tout à fait. Donc peut-être que lui peut être une solution. Il joue depuis que Tielemans est absent. Après, c'est pas un buteur non plus. Mais... Non. Quand on revient sur le transfert de Rashford, ça m'amuse quand même de voir qu'une fois que la Ligue des Champions était clôturée, il a quand même rangé les crampons, blessure, parti aux États-Unis. Bon, je pense qu'il n'est pas venu non plus pour les cuissons, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Il n'est pas blessé, vous êtes sûr ? Je vois en tout cas que ça concorde avec l'élimination en Ligue des Champions et il est venu pour ça, manifestement. Ok. C'est votre choix de tirer cette... Rashford, si tu me vois. Oui. Marcus, pourtant, que j'aime beaucoup. Oui, absolument. Je me souviens que dans l'Europe des 11, vous étiez dithyrambique avec son côté humain. Humain, sportif aussi. Mais voilà, ce sont des joueurs, je suis désolé, j'ai pas les statistiques. Je ne sais pas si Christian a le temps d'aller voir ses statistiques de la saison. Ce sont des joueurs... Quand on voit une carrière, ça passe vite. Hein, on va se retrouver dans 5 ans. On va dire tiens, Rashford, fin de carrière. Qu'est-ce qu'il a fait en fait, Rashford ? Et on va voir qu'il nous a fait des saisons en demi-teinte. Man United cette saison, c'est lui qui devait porter l'équipe. J'ai toujours pas compris ce qui s'est passé avec Ruben Amorim. Ce sont donc énormément de frustration finalement, tout simplement. Ok, bon ben voilà, on arrive tout doucement à la fin de cette émission. On rappelle le rendez-vous donc de dimanche. Hein, il y en a qu'un, ce week-end il y en a qu'un. Oui, effectivement il y en a qu'un. Goals of the Day, prise d'antenne, nous serons ensemble Philippe pour vous faire vivre cet événement 16h30, les coups d'envoi des matchs à 17h. L'Europe des 11, lundi, on reviendra en long et en large sur cette dernière journée de championnat d'Angleterre et sur la fin de l'Espagne et sur le titre en Italie aussi, hein, surtout parce que là c'est très chaud. Et puis c'est pas parce que ce week-end c'est la dernière journée de la Première Ligue qu'il n'y aura pas une émission PL Club. Jeudi prochain, ce sera une émission bilan, une émission spéciale où on reviendra sur tout ce qui s'est passé. On peut ajouter qu'il y aura encore une Europe des 11 spéciale sur toute la saison. Aussi le 2 juin. Et je me permets d'ajouter qu'il y aura un sujet Manchester United-Tottenham sur l'histoire de la saison. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Les patients anglais. Et ça remettra quelques... J'ai même été surpris de retrouver certaines choses, notamment notre ami Amorim, on lui souhaite un joyeux anniversaire pour ses 40 ans. Il dit là, j'en ai 50, j'ai pris 10 ans en 3 mois à Manchester. Ok, magnifique. On suivra ça avec beaucoup d'intérêt. Christian, vous serez avec nous dimanche avec l'application Discord. Mais il y a 10 matchs quand même, donc ça va, vos neurones vont chauffer. Je serai là, Phil. Je serai avec vous deux parce que je sais que c'est Philippe qui mène Goal of the Day et vous serez en backup. Donc, je serai là avec vous deux et avec nos abonnés pour la dernière de la saison. De toute façon, entre nous, il y en a toujours un qui commente et l'autre est toujours en backup. Ouais. Hein, c'est toujours l'un des Philippe, c'est ça que je veux dire. Ok. Oui, bien sûr. De toute façon, on décidera dimanche. Allez, les réseaux sociaux, Facebook, X et Instagram, n'hésitez pas à nous rejoindre, bien entendu. Vous pouvez nous suivre sur vos téléphones, vos tablettes ou tout ce que vous voulez. Merci Julien. Merci. Avec plaisir. Merci Philippe et merci Christian. Passez une belle fin de semaine, un bon week-end foot et rendez-vous dimanche, bien entendu, 16h30. Bye bye. The conductor has studied the score and now commands the attention of all players. Creating opportunities for my teammates. This is my job. De Bruyne's cross, Manchester City's lead. His is the challenging task to recreate music of enormous variety. De Bruyne dancing into the area. Kevin De Bruyne! It's the title winner! By a skillful utilization of all parts of the modern symphony orchestra. De Bruyne! Oh, that is outstanding! I think in one way it's even more difficult to create than to score. Truly brilliant from Kevin De Bruyne! I don't know if people fear me or not. I don't really care if they fear me. Count on the fingers of one hand
the men in the world who could execute that. I just want to play the best that I can play. It is simply scintillating. Brilliant. Oh, superb. The conductor now commands the attention of all players